Je m'appelle Stéphanie Devancé, je suis à l'origine, avant d'être professeure des écoles, j'étais éducatrice spécialisée, ce qui suppose une certaine compétence dans le champ du handicap, une formation assez solide, même si elle date d'il y a plus de 30 ans maintenant. Ensuite, j'ai été professeure des écoles, j'ai enseigné en zone d'éducation prioritaire, à l'époque ça s'appelait encore zone d'éducation prioritaire. Puis j'ai été professeure des écoles en RASED, réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté, moyennant une formation. Je faisais de l'aide à dominante pédagogique pour ceux qui connaissent, et je travaillais étroitement avec la psychologue scolaire du secteur. Depuis une dizaine d'années, je suis détachée dans un syndicat d'enseignants, pour lequel je m'occupe des questions pédagogie, numérique, inclusion scolaire. Et dans ce cadre syndical, j'ai fait un travail il y a quelques années, 3-4 ans, pour le CNAL, Comité National d'Action Laïque, où j'ai décortiqué et analysé des rapports faits dans des écoles hors contrat. Ce qui fait que, même si ce n'est pas spécifiquement ce dont je vais vous parler là, si vous avez des questions à ce sujet-là, que ce soit dans la séance de questions ou dans la suite de la journée ou dans la journée de demain, j'ai un certain nombre de connaissances là-dessus. Oui, je vais l'utiliser. Et pour l'instant, je suis donc plutôt dans une posture militante par rapport aux intervenants précédents qui étaient plutôt dans une posture scientifique. Et je la revendique, sachant que pour moi, la posture militante n'inclut pas de dire n'importe quoi au nom de ce pourquoi on milite. On peut tout à fait militer en étant attentif à ne pas raconter n'importe quoi et à s'appuyer notamment, mais pas uniquement, sur ce que dit la recherche. Je ne dis pas uniquement parce que parfois, quand on s'appuie uniquement sur ce que dit la recherche, on peut avoir des conclusions qui ne sont par exemple pas éthiques. Si on prouve par A plus B que coller des paires de claques aux enfants les aide à mieux apprendre, même si j'ai toutes les études qui me le prouvent, je ne vais pas pour autant décider d'employer cette méthode. Et ça me paraît important de le préciser. Donc, je vais vous présenter très rapidement les dispositifs d'inclusion scolaire tels qu'ils sont prévus à l'école, puis des exemples extrêmement concrets de prise en charge poudre de perlimpinpin, c'est-à-dire des choses auxquelles sont exposés les enseignants, qui sont de fausses solutions, et vous allez voir qu'on peut trouver des choses assez étonnantes, et ça fera écho avec la précédente présentation. Alors, qu'est-ce qui est prévu dans l'école publique et parfois dans l'école privée sous contrat? Ça dépend, tout n'est pas forcément identique, pour les élèves qui présentent des difficultés. Alors c'est très schématique, si vous avez des questions avec besoin de plus de précision, vous n'hésiterez pas à les poser, mais en gros, il y a 4 grands cas. Il y a le PAI, alors je vais voir si j'arrive pour avoir le petit... C'est au milieu. Alors, le PAI, c'est pour les élèves qui sont en situation de problématiques médicales, physiologiques, transitoires ou comment dire, vous voyez ce que je veux dire quand ça dure, le mot m'échappe. Donc ce sont des prises en charge pour qu'on puisse leur donner éventuellement un traitement médical adapté, etc. dans le cadre scolaire. Donc ça requiert surtout des problématiques d'ordre physique et physiologique. Le deuxième cas qui est ici, donc ça donne lieu au PAI, projet d'accueil individualisé, qui se signe et qui s'organise avec le médecin scolaire, bien entendu en collaboration avec le médecin de famille et les éventuels spécialistes qui suivent l'enfant. Le deuxième cas, c'est la difficulté scolaire ordinaire. Il ne faut pas l'oublier, j'y suis très attachée en tant qu'enseignante, ancienne enseignante de RASED. Il ne faut pas oublier qu'apprendre, ce n'est pas évident, automatique pour tous les enfants, tout au long de leur vie. Il y en a plein pour qui ça se passe super bien, il y en a plein pour qui ça se passe bien, et puis il y en a pour qui c'est compliqué à un moment donné, ou tout au long de leur scolarité, sans forcément qu'il y ait un problème médical, ou de handicap, en tout cas pas forcément identifié. Et donc il faut bien s'occuper de ces enfants-là de façon spécifique. Et donc là, ce qui est prévu, c'est le PPRE, projet personnalisé de réussite éducative, qui consiste en gros à se dire, pour cet élève qui rencontre des difficultés spécifiques,
transitoire ou permanente. Qu'est-ce qu'on met en œuvre dans l'école avec les moyens qu'on a, enseignants et partenaires, pour aider cet enfant à l'intérieur de l'école, comment on bidouille, comment on s'organise pour que cet enfant-là soit pris en compte avec ses difficultés et qu'on l'aide à les dépasser le plus tôt possible. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'une difficulté prise et surmontée à temps peut éviter d'arriver sur la suite de la problématique. Le troisième cas, c'est le plan d'accompagnement personnalisé, PAP. Alors, c'est parfois très décrié parce que parfois c'est utilisé à la place de ce que je vous présenterai après, qui coûte un peu plus cher. Mais c'est aussi, moi j'y tiens à cette étape-là parce que ça permet aussi à des parents qui ont des enfants en situation de handicap, mais qui ne sont pas prêts à le reconnaître, à l'admettre, à l'accepter. Ben, ça permet quand même que leur enfant soit aidé de manière un petit peu plus efficace et un petit peu plus intensive à l'école, en attendant qu'il soit prêt à faire appel à la maison du handicap. On peut imaginer en tant que parent que c'est pas forcément si facile que ça, et je trouve ça bien que cette transition existe, même si parfois elle est dévoyée pour être utilisée à la place de quelque chose de plus coûteux, et ça bien entendu je ne le revendique pas. Donc là, ça concerne tous les troubles des apprentissages et donc tous les handicaps non encore reconnus, admis, diagnostiqués. Et ça permet déjà d'avoir des aides spécialisées ou des aides techniques. C'est par exemple avec un PAP, on peut avoir l'autorisation d'utiliser un ordinateur en classe à un niveau où normalement il n'y aurait pas d'ordinateur fourni pour les enfants de la classe. C'est un exemple. Ça peut être tout à fait d'autres choses. Ça peut être un casque anti-bruit, par exemple, pour un enfant qui ne supporte pas le bruit ambiant. Ça peut être des choses de cet ordre-là. Et puis, le dernier étage, c'est le projet personnalisé de scolarisation qui intervient pour les enfants qui ont une reconnaissance de handicap par la maison du handicap. Et ça peut être des choses extrêmement variées, mais notamment, je pense aux fameuses AESH, qui sont des personnes qui permettent d'étayer l'enfant pendant le temps scolaire et parfois, s'il a de la chance, en dehors du temps scolaire. Alors bien entendu, ce que je vous ai présenté là rapidement et schématiquement n'est absolument pas parfait. Il y a un manque de moyens pour que ça fonctionne parfaitement bien. Il y a parfois un manque de volonté politique, en tout cas dans la mise en œuvre, mais ça a l'avantage d'exister, c'est dans la loi. On peut le revendiquer, et contrairement à ce qu'on entend, c'est massivement mis en œuvre dans les écoles. Bien entendu, il y a des loupés. Et quand vous lisez un article dans un journal ou que vous voyez passer sur les réseaux sociaux certaines situations, dans la plupart des cas, ce sont des situations absolument inadmissibles et intolérables. Et je ne dis pas que ça fonctionne bien partout pour tous les enfants, dans tous les cas. Mais ils ne sont pas aussi nombreux qu'ils en ont l'air. Vous savez que les réseaux sociaux et les médias ont tendance à grossir les choses négatives. Et les parents, quand leur enfant est dans une école publique et qu'il y a quelque chose qui se passe mal, ils ont un droit de regard et ils ont des recours. Ce qui n'est pas le cas dans les écoles hors contrat, où il peut se passer des choses à leur insu. On a quelques exemples où notamment leur enfant peut se retrouver dans une classe pour enfants pseudo-handicapés, je mets des guillemets parce qu'il n'y a aucun diagnostic réel, avec des aides complètement farfelues, sans que les parents soient informés, etc. On peut se retrouver dans des situations difficiles, voire avec des propositions complètement aberrantes. Donc je ne dis pas que c'est parfait, mais ça a le mérite d'exister, et il y a des droits et il y a des façons de revendiquer si les choses se passent mal. Alors par contre, ce dont je vais vous parler maintenant, c'est qu'on a aussi des méthodes et des pratiques qui rentrent dans les écoles, qui séduisent des enseignants qui sont parfois dépassés et débordés par l'exigence de ce modèle. Ils n'ont pas toujours les moyens de le respecter parfaitement, ils ne sont pas toujours suffisamment formés, suffisamment rassurés sur leur capacité à répondre à ces exigences. Et quand ils sont sollicités par des personnes qui leur vendent des pratiques miraculeuses, eh ben, comme tout un chacun, ils peuvent être très tentés. Et donc, je vais vous donner quelques exemples rapides. Alors, bien entendu, les vendeurs de méthodes ont quelques sujets privilégiés. Et l'élève en situation de handicap ou en grande difficulté qui met à mal la classe et qui stresse l'enseignant, c'est un très bon argument.
Alors, je vous présente la méthode Félicité, qui est bien sûr sous droit. Vous remarquerez le petit R qui est mise en œuvre par une personne de Belgique. Et donc, on peut lire sur, je pense que vous ne voyez pas de loin, je l'ai réécrit en plus gros, je vais vous le dire. C'est une méthode particulièrement adaptée aux enfants avec des difficultés scolaires, troubles de l'attention, dyslexie, troubles du langage, hyperactivité ou hypersensibilité, TDAH, 3 petits points. Donc, je pense qu'on peut rajouter à peu près tout ce qu'on a vu dans l'intervention précédente. Alors, la méthode concrètement, moi j'ai participé au webinaire de présentation. En gros, c'est un mélange de postures qui évoquent des postures de yoga, de pratiques méditatives, de focalisation de l'attention et d'expression de ses émotions. En soi, rien de bien méchant, hein, concrètement. Je ne vois pas tellement ce qu'il y a de miraculeux là-dedans. Il faut savoir que quand j'ai participé à ce webinaire de présentation, qui était un webinaire gratuit, la personne nous a fait faire quelques pratiques, hein, on a salué le soleil, etc. Tout de suite à la fin de ce webinaire de présentation qui durait une petite heure et qui était ouvert à tous, hein, elle disait que si l'un d'entre nous ou plusieurs d'entre nous étaient intéressés pour devenir référent de sa méthode en France, ça l'intéresserait parce qu'elle cherchait à se développer en France. Donc vous voyez le sérieux, bon, alors il fallait quand même qu'on se forme avant de devenir, mais enfin bon, au bout d'une heure de webinaire, elle cherchait déjà des volontaires pour diffuser sa méthode. La personne de cette méthode se présente comme psychothérapeute. Elle a le droit de le faire parce que son site est hébergé en Belgique. S'il est hébergé en France, elle n'aurait pas le droit de le faire puisque psychothérapeute est un titre protégé en France mais pas en Belgique. Donc en Belgique, n'importe qui peut se prétendre psychothérapeute. En gros, elle a eu comme souvent on retrouve, hein, dans ces histoires-là, elle a eu un grave problème dans sa vie, elle a trouvé des méthodes qui l'aidaient, elle a donc du coup créé une méthode qu'elle estime scientifiquement fondée. On peut toujours chercher, hein, les références exactes. C'est certainement quelqu'un de tout à fait sincère, mais le problème c'est qu'elle convainc des enseignants qui ne sont pas forcément suffisamment accompagnés. J'ai eu récemment le témoignage d'un collègue belge qui me disait qu'il avait été obligé de recaler une enseignante lors de sa présentation de mémoire de fin d'études parce que c'était un mémoire sur cette méthode-là. Et moi, ce qui me met très en colère et ce qui l'a mis très en colère lui aussi, c'est que la personne qui a suivi son mémoire à aucun moment ne lui a dit « mais tu ne peux pas présenter un mémoire sur un truc pareil ». Et donc elle a été obligée de repiquer son année, de représenter un autre mémoire sur quelque chose qui soit vraiment une méthode pédagogique sérieuse. Sans compter, vous allez voir, c'est quelque chose qui va être récurrent dans tous les exemples que je vous donne, qu'on mélange pédagogie et soins. C'est-à-dire que là, l'enseignant, quelque part, est appelé, à travers ses mouvements et ses rituels, à soigner ses élèves. Ce qui n'est ni de son rôle, ni sa compétence. Son rôle, c'est de faire attention que les élèves soient bien dans la classe, en bonnes conditions pour apprendre, pas qu'ils soient soignés. Deuxième exemple, là nous sommes sur une association française, AMLE. Alors, j'ai renoté exactement ce que je voulais dire, l'acronyme Association de méditation laïque pour l'éducation. J'attire l'attention sur le laïque qui a été rajouté il y a 1 an et demi à peu près. Quand on vous présente une méthode pour l'école publique et qu'on vous précise qu'elle est laïque, c'est un warning. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas, mais ça veut dire qu'elle pourrait ne pas l'être. Et que s'ils ne sont pas obligés de le préciser, pour moi, c'est on redouble de précautions à regarder ce que c'est. Alors, je ne vais pas vous faire tout l'argumentaire sur la méditation, je vous donnerai des ressources à la fin où vous pourrez aller chercher. Mais alors là, on vous dit que c'est particulièrement bien pour les enfants 10 qui présentent des troubles des apprentissages. On vous parle de présence attentive, ça c'est pour éviter le terme méditation qui commence à être un petit peu piégé. Mais bon, la présence attentive, c'est la méditation de pleine conscience, c'est la mindfulness, c'est exactement la même chose. Ça renvoie en tout cas aux mêmes études scientifiques qui valideraient tout ça. Et puis on a bien sûr, ici vous voyez, un schéma du cerveau, très très important le schéma du cerveau. D'autant que la plupart de ces méthodes disent qu'elles sont bien entendues, qu'elles s'appuient sur les neurosciences et qu'elles sont reconnues par les neuroscientifiques. Et malheureusement, vous trouverez beaucoup de neuroscientifiques qui n'ont rien contre la méditation de pleine conscience à l'école, je précise. En dehors de l'école, je n'ai pas de compétences à me prononcer. Voire qui trouvent que c'est une très bonne idée, alors qu'il y a vraiment des arguments contre, et en termes de laïcité, et en termes de sécurité des élèves. Toujours pareil, est-ce qu'on est à l'école pour modifier l'état de conscience des élèves
pour leur permettre de travailler, ou est-ce qu'on dépasse notre champ en faisant ça? Je vous laisse juge. Il faut savoir que cette association est soutenue tout à fait activement par Mathieu Ricard. Je rappelle qu'il y a le L de laïque, par Initiative Mindful France, par Karuna Chechen, je ne connaissais pas, j'ai cherché, c'est la... comment dire, c'est l'association humanitaire de Mathieu Ricard, donc qui est quand même moine bouddhiste et représentant du Dalai Lama en France. Le Fonds de dotation du Nouveau Monde accompagne les projets de méditation de pleine conscience. Et à côté de ça, eh bien, nous avons Christophe André qui a des vrais diplômes. Nous avons les cités éducatives qui, avec de l'argent public, financent des choses pour nos enfants, pour leurs activités en dehors du temps scolaire. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est un grand mélange des genres. Mais pour l'instant, on est dans des choses qui viennent de l'extérieur de l'école, hein, des associations ou des initiatives personnelles. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous. Là, nous allons, alors c'est vraiment ce qui m'embête le plus, nous entrons dans une proposition de l'INS-HEA. Alors pareil, j'ai renoté exactement ce que ça voulait dire. C'est l'Institut National Supérieur Formation et Recherche, Handicap et Enseignement Adapté. Donc c'est l'organisme officiel qui forme notamment les directeurs et directrices d'établissements spécialisés pour les personnes en situation de handicap et aussi les enseignants spécialisés. Il a changé de nom récemment, maintenant ça s'appelle l'INSEE. Et tout à fait officiellement, cet organisme propose, notamment pour les enseignants spécialisés, une formation au yoga pour les élèves qui ont des troubles neurodéveloppementaux. Il a été dit tout à l'heure par Stéphanie qu'il y avait des problèmes d'hypo ou d'hypersensibilité chez les élèves atteints d'autisme. Vous imaginez, alors moi j'ai travaillé, il se trouve, comme éducatrice spécialisée avec des enfants autistes. Je n'aurais pas imaginé une seconde faire avec eux, en tout cas pas comme ça facilement, après, c'est une formation d'une journée, hein. Certainement pas après une petite formation d'une journée, une séance de yoga. Ça me paraît extrêmement douteux en termes d'appui, voilà. En tout cas, certainement pas après une journée de formation. J'ai fait un signalement de cette formation à la Mivilude, parce que ça me paraissait quand même extrêmement préoccupant. Et ce que m'a répondu mon interlocutrice à la Mivilude, qui a passé un petit coup de fil quand même pour s'étonner, c'est que il n'y avait pas de problème, puisque la personne qui faisait la formation appartenait à l'association RYE, qui veut dire Recherche du Yoga dans l'éducation, qui est une association elle-même agréée Éducation nationale. Donc en fait, on est sur des choses qui s'auto-alimentent. Alors, il se trouve que cette association a eu son agrément non renouvelé récemment. J'espère que ça va améliorer la situation. Mais en tout cas, ça ne me paraît pas hyper sérieux. Donc voici le descriptif du programme qui montre vraiment qu'on est vraiment sur le yoga pour aider des enfants en situation de handicap. Et on est quand même sur des tarifs assez importants qui sont financés donc par de l'argent public. Et par un organisme sérieux, hein. Il y a plein de formations tout à fait passionnantes et scientifiquement fondées à l'INS-HEA. Je n'ai pas revu cette formation yoga, j'espère qu'elle a disparu dans les limbes, mais je n'en suis pas si sûre que ça. Dernier exemple, j'arrive vers la fin, je ne sais pas si j'ai retenu, si je suis dans les temps. Bon, je termine rapidement. Ah oui, 19 minutes, oui. Alors, c'est le dernier, il n'y a qu'une diapo et après j'ai 2 diapos très rapides pour vous parler de mon site, juste pour vous retrouver les informations. Donc, le dernier en date, alors là, ça ne s'adresse pas spécifiquement aux élèves en situation de handicap, ça s'adresse même aussi aux enseignants. C'est sur le parcours magistère, c'est pour ça que je tenais à vous le mettre. Magistère, c'est la plateforme officielle de l'éducation nationale pour former ces personnels. C'est tout ce qui est plus officiel, hein, vraiment, ça dépend du ministère. Mieux vivre son stress en établissement scolaire, sujet extrêmement intéressant et qui a été reproposé à des collègues en début d'année. Cette formation existe depuis 2 ans. Moi, je l'ai découverte là suite à un signalement sur Twitter. Et en fait, c'est de la sophrologie. Donc, on vous explique que la sophrologie, qui est
Alors, j'ai rien contre la sophrologie en soi. Il y a des gens qui trouvent ça super, ça leur fait du bien, pas de problème. Par contre, c'est absolument pas scientifiquement fondé, ça n'a rien à faire à l'école, et c'est extrêmement mélangé avec des croyances New Age et toutes plus farfelues les unes que les autres. Et la personne qui est utilisée dans ce parcours pour fonder et justifier cette discipline, c'est Nathalie Caicedo, qui est personne d'autre que la médecin psychiatre, fille du créateur de la méthode, qui en vit, qui fait des formations. Donc je l'ai signalé au ministère il y a 3 semaines. Je refais un tweet toutes les semaines en disant je l'ai signalé, il n'a toujours pas été supprimé. Le précédent que j'avais réussi à faire supprimer était sur la méditation de pleine conscience, ça avait pris 2 mois et demi. On va voir s'ils sont plus rapides cette fois-ci. Bon, en tout cas, j'ai eu une réponse immédiate du ministère en disant on regarde de plus près, on s'en occupe. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que ce parcours ait été validé, parce que pour être validé et être mis sur la plateforme magistère, on est quand même très très regardé. Ça veut bien dire que notre institution n'a pas encore un regard assez acéré sur ces choses-là. Et très rapidement, ça va prendre 2 minutes. Comme il y a un déficit d'information auprès des collègues et de l'institution, j'ai créé l'année dernière un site qui s'appelle Dérive scolaire, où je traite d'un certain nombre de pratiques. Alors, c'est pas moi qui vais dire ce qui est autorisé ou non à l'éducation nationale. Par contre, je peux attirer la vigilance et donner des informations. Donc, chacune de ces fiches comporte un descriptif de la méthode ou de la pratique, les promesses qu'elle fait, son origine, c'est souvent dans l'origine qu'on trouve les atteintes à la laïcité, les points de vigilance que doit avoir tout enseignant qui envisagerait d'utiliser ça avec ses élèves, l'avis de la Mivilude, d'associations, d'ordres médicaux, etc., des témoignages. Je fais toujours une proposition positive, et si on faisait plus tôt, parce que généralement quand on utilise ces pratiques-là, c'est pour faire quelque chose d'utile aux élèves. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre d'utile aux élèves qui n'est pas les problèmes de vigilance de la pratique de départ, et des ressources pour aller plus loin, qui mélangent des ressources scientifiques et des ressources informatives. Et j'en ai terminé.